Merci Paolo, merci à Paolo bien sûr, et merci à cette fantastique université de me recevoir pour présenter une nouvelle fois donc, des travaux qui sont des travaux donc, que je viens juste d'achever et qui vont donner lieu à la publication d'un livre en France. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire qui m'a amené à publier ce livre. Ce livre, je ne l'ai pas encore sous une forme brochée, qui est la forme sous laquelle il paraîtra en librairie en France. Mais comme ils m'ont envoyé le PDF, j'ai tiré le PDF et je l'ai fait, comme on fait au Brésil, je l'ai fait relier ici au Brésil. Donc je peux vous le faire passer. Voilà, c'est sur ce livre que je voudrais vous parler. Il faut que je vous explique d'où sort ce livre. Vou falar devagar em francês? Não, queria falar muito bem em português, mas não é o caso, então. Ça va? Ça va. Si je vais trop vite, s'il y a un problème, dites-moi. Et vous pouvez parler portugais, j'en comprends assez pour essayer de comprendre la question. N'hésitez surtout pas. Alors, d'où sort ce livre? Eh bien, il se trouve qu'en 2017, à la fin de l'année 2017, au début de l'année 2018, il y a un peu plus d'un an, j'ai édité en France 5 textes de Bernard de Mandeville. Bernard de Mandeville, vous le connaissez, c'est un philosophe et médecin des passions, aujourd'hui on dirait psy, qui est d'origine hollandaise et qui s'est établi à Londres vers 1700. Et il a écrit un texte fameux sur lequel j'ai beaucoup travaillé et beaucoup édité déjà, qui s'appelle La fable des abeilles, texte que vous connaissez, puisqu'on peut le situer comme étant à l'origine des sciences économiques, bien qu'on ait effacé souvent le nom de Mandeville et qu'on fasse souvent commencer les sciences économiques à Adam Smith. Bon, le nom de Mandeville a été effacé, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc j'ai trouvé extrêmement important de publier des textes de cet auteur qui était devenu mal connu, qui était extrêmement célèbre au XVIIIe siècle et qui est tombé progressivement dans l'oubli et qui est ressorti en 1947 par quelqu'un que vous, économistes, vous connaissez le nom, c'est Friedrich Hayek. Hayek qui a créé en 1947 la Société du Mont Pèlerin avec tout un groupe de penseurs et d'économistes avec l'idée de refonder le libéralisme à partir de morceaux perdus, mal entendus du libéralisme, et notamment à partir de Bernard de Mandeville. Vous connaissez le succès de l'entreprise hayekienne, qui a finalement amené à l'apparition dans le monde du néolibéralisme vers les années 1980, en Angleterre et en France. On a pu montrer d'ailleurs que deux des think tanks qui dépendaient de la Société du Mont Pèlerin étaient à l'origine directe des conseils qui ont permis l'élection de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan aux États-Unis. Donc voilà, c'est là qu'il faut penser où est Mandeville au XXe siècle et au XXe siècle. Il est revenu par Hayek, qui est un des plus fameux, plus importants économistes donc, du XXe siècle. À tel point que Hayek, en 1966, autant que je me souvienne, a prononcé à l'Académie britannique une conférence sur Bernard de Mandeville et il l'a tout simplement appelé The Mastermind. Le maître, c'est le maître. Le maître, c'est Mandeville. Et ce maître a disparu. Et donc, je veux faire revenir ce maître. Je veux qu'on sache ce qu'il est, ce qu'il a fait, quels sont ses écrits. Et donc, comme mes travaux sont assez connus dans l'édition et dans le monde universitaire français,
il y a un grand éditeur, c'est directement un éditeur en édition de poche, qui m'a dit, écoute, on ne connaît pas beaucoup Mandeville, donc est-ce que tu pourrais éditer les textes principaux de Bernard de Mandeville, précédé d'une petite préface de, comme tu veux, 10-20 pages. J'ai donc dit d'accord. Et évidemment, j'ai pris mon travail au sérieux et j'ai relu tout Mandeville. J'ai sélectionné 5 textes qui sont l'introduction à la fable des abeilles, la fable des abeilles, les remarques sur la fable des abeilles, l'essai sur la charité et les maisons de charité, et un texte de défense des bordels en Angleterre, brothel, des maisons closes, des maisons de joie, qui s'appelle Vénus la populaire. On disait qu'il faut fermer les maisons de charité qui accueillent les enfants et ouvrir des bordels et qu'il faut les faire gérer par de grandes entreprises. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose de l'esprit que l'on va retrouver par la suite. Donc j'ai édité ces 5 textes et la petite préface que je devais faire, qui est une présentation de l'œuvre de Mandeville, des éléments biographiques, des thèmes de Mandeville et de la réception de Mandeville ou de la non-réception de Mandeville, c'est-à-dire aussi bien de l'occultation de Mandeville dans la pensée universitaire et dans la pensée économique. J'ai fait cette petite préface qui devait faire 10 ou 20 pages. Je me suis laissé aller et il fait 100 pages. Voilà. Et une centaine de pages. Il fait 100 pages. Et donc, pour éditer ces 5 textes, j'ai fait un choix et j'ai trouvé un 6e texte que je ne connaissais pas. Je dirais un texte que personne ne connaît, ou presque. Ce texte s'appelle Inquiry into Origin of Moral Virtue. Enquête, recherche sur les origines de la vertu morale. C'est un texte qui a été publié pour la première fois par Mandeville en 1714 avec la fable des abeilles, avec les 20 remarques sur la fable des abeilles, où il commente vers par vers, on pourrait dire chaque partie de sa fable dans 20 remarques. Et il a été publié avec donc ces 2 textes, donc la fable, les remarques, et donc cette recherche sur les origines de la vertu morale, 1714. C'est donc dire l'importance que lui accordait Mandeville, puisque pour lui c'était la même importance que la fable des abeilles. Et je dirais même mieux, pour comprendre la fable des abeilles, il faut avoir lu ce texte. Et ce texte est aujourd'hui complètement oublié. Faites une recherche sur l'Internet, avec par exemple Google Books, et vous trouverez que le titre du livre, associé au nom de Mandeville, est présent dans, je ne sais plus, 500, je crois, mentions dans des livres. C'est très très peu. Très très peu. Quand je tapais sur Internet associé au nom de Rousseau, par exemple, le contrat social, vous ne trouvez pas 500 ou 600, vous trouvez 200 000 mentions. C'est-à-dire que ce texte dont je parle est 200 fois moins connu que le contrat social de Rousseau, a occupé les esprits 200 fois moins que le contrat social de Rousseau. Et pourtant, c'est un texte de la première importance. C'est un texte qui fait, tenez-vous bien, 12 pages, rien. Et c'est un texte, à mon avis, d'une importance décisive. Et donc, quand je suis tombé sur ce texte, quand j'ai sélectionné mes textes, celui-ci, je le mets à part. Et j'en fais un livre en particulier. Et donc, j'ai fait 200 pages de commentaires pour commenter les 12 pages de Mandeville. Et je crois qu'il le fallait absolument, vous allez voir pourquoi. Alors, vous devez savoir que Mandeville est un auteur extrêmement intéressant à lire, puisqu'il est un malin, il est vif, il est drôle, et il dit des choses sans aucun détour.
Par exemple, quand il énonce la maxime de la fable des abeilles, vous la connaissez, c'est les vices privés font la vertu publique. Donc il faut laisser faire les vices privés, tous les vices privés, parce que c'est bon pour la vertu publique. La vertu publique, c'est la prospérité. Donc pour avoir la prospérité, laissez faire les vices. Laissez faire les vices privés. Et c'est pas quelque chose d'aussi clair qu'on trouverait chez Adam Smith, par exemple. C'est beaucoup plus masqué chez Adam Smith, et c'est beaucoup plus direct chez Mandeville. Donc Mandeville présente l'avantage extraordinaire de tout dire, sans aucune retenue normale. C'est le premier, c'est celui qui fonde ce champ. On est en 1714. 1714, c'est le début de la révolution industrielle anglaise. On est 20 ans après le démarrage de la révolution financière britannique dont parle beaucoup Brodel, qui a amené une somme de capitaux qui vont pouvoir financer toute une série d'initiatives privées. Ça va être le début en même temps de la première machine à vapeur, le début de la première navette, vous savez, les métiers à tisser automatiques, et donc ça va être le début de l'industrialisation, en 1714. Et Mandeville, qui est médecin de l'âme, médecin des passions, médecin de la psyché, ce que vous avez dans votre âme et que vous ne dites à personne, sauf quand vous souffrez. Quand vous souffrez, vous dites à quelqu'un, je souffre, j'ai mal, je suis triste, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, etc. Eh bien, vous allez le dire en 1714 à Mandeville, qui a son cabinet à Londres et qui reçoit de tout Londres. Et Mandeville voit se nouer sous ses yeux quelque chose d'extraordinaire, qui est une corrélation, une connexion entre des éléments de l'économie marchande et des éléments de l'économie psychique et des éléments de l'économie politique. Et il voit quelque chose qui est en train de prendre, et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on rate quelque chose à la naissance du capitalisme. Tout simplement. On rate quelque chose d'essentiel à la naissance du capitalisme. Comment les passions, les pulsions, les vices, disait Mandeville, se sont trouvés engagés dans la production marchande et dans la forme politique prise à cette époque dans ce champ. Alors, il faut savoir que Mandeville, je vous l'ai dit, écrit d'une façon extrêmement malicieuse. Et comme tout malin, c'est quelqu'un qui sait masquer un petit peu ce qu'il veut dire pour que ça soit quand même recevable, c'est-à-dire pour que l'inadmissible qu'il a à dire soit quand même recevable. Je vous donne un exemple. Quand j'ai édité la fable des abeilles, donc dans ce site que je peux vous faire circuler, dans une des remarques de la fable des abeilles, sur la fable des abeilles, il commente la pratique du vol, voler quelque chose, toutes les façons de voler. Et il dit, et là on va, vous allez comprendre un tour d'écriture mandevillien extrêmement important. Il commence par dire, le vol c'est très répréhensible moralement, c'est épouvantable, il faut absolument condamner fermement ces gens qui volent, c'est la plaie de la société. Mais, ou cependant, s'il n'y avait pas autant de voleurs aujourd'hui à Londres, c'est 1 million d'emplois qui disparaîtraient. Parce que les objets volés, il faut bien les remplacer. Et donc, il faut bien les produire. Et donc, c'est excellent pour le commerce. Donc, vous voyez, il part de le vol, c'est affreux, et il termine en disant « Ah, le vol, quand même, c'est ce qui nous fait vivre la société. C'est un vice qui fait vivre la société. » Autre exemple, la prostitution. Ah, c'est épouvantable, la prostitution. Ça corrompt les femmes, ça corrompt les hommes qui vont avec les prostituées, et il faut vraiment se débarrasser de la prostitution. Cependant, mais,
Sachez que pour qu'une prostituée séduise un client, il faut qu'elle soit jolie. Il faut qu'elle soit bien habillée. Et donc, au lieu de s'habiller avec des haillons, elle va demander au couturier de lui faire des beaux habits. Et le couturier, de pauvre qu'il était, devient peu riche. Tout ça grâce à qui? À la prostituée. Et avec cet argent, que peut-il faire? Eh bien, il peut envoyer ses enfants à l'école grâce à la prostituée. Donc, vous voyez, la prostitution, c'est épouvantable, mais ça produit de la richesse qui permet ensuite de construire de la civilisation, c'est-à-dire de l'éducation pour les enfants, etc. Il y a plein d'exemples comme ça chez Mandeville. Donc la première fois, quand on lit ce petit texte dont je parle de 10-12 pages, on ne voit pas les tours rhétoriques de Mandeville pour masquer sa pensée. Comme ma première formation, c'est une formation de linguiste, dans le champ philosophique du langage, après j'ai étendu un peu, j'ai essayé d'étendre mes compétences, donc j'ai profité de cette première formation pour faire un travail sur ce texte de Mandeville et en dégager ce qu'on pourrait appeler des sémantèmes, des condensations de sens fortes. Comment le texte condense un certain nombre de sens forts. Et donc, je suis arrivé à pouvoir condenser ce texte de 10 pages en 10 temps. Et je vais vous donner ce que la pensée de Mandeville qui se dégage de ce texte. Donc, premier temps, Mandeville traite d'une question centrale en économie politique. Comment faire vivre les hommes ensemble, sachant que, un, ils sont égoïstes, et que la contrainte n'est pas suffisante pour les soumettre. La réponse de Mandeville mobilise un élément qui vient de l'économie psychique. Il faut contraindre les hommes à modérer leurs appétences. Oui, mais cependant, or, aucun engagement, aucun argument raisonnable, même diffusé par les meilleurs philosophes, n'a jamais persuadé les hommes de suivre cette sage recommandation. Modérer leurs appétences, vous pouvez leur dire, ils disent oui, mais ils ne le font pas. Deuxième point. Pour qu'ils consentent à obéir aux lois, les hommes, il faut donc les payer, comme dans toute bonne économie de marché. Mais comme ils sont très nombreux et qu'il n'y aurait jamais assez d'argent pour tous les rémunérer, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien. Je répète, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien, sinon un peu de vent. C'est en parole qu'il faut les payer. C'est en parole, retour à l'économie discursive. Avec comment? Avec des flatteries, célébrant l'étendue de leur entendement, leur merveilleux désintéressement personnel, leur noble souci de la chose publique, bref, l'élévation de leurs âmes. Troisièmement, cette façon de circonvenir les hommes constitue, dit Mandeville, l'essence du politique, le cœur de l'économie politique. Mandeville soutient donc ici un point de vue très original. Pour lui, c'est d'abord le politique et non la religion qui promeut l'idée de bien afin de tenir les hommes en bride, comme un cheval que l'on tient en bride. Ils sont impétueux, mais on les tient en bride. La religion ne se réduit pas à la forme que lui a donnée le judaïsme judéo-chrétien qui ordonnait la séparation du bien et du mal. Et Mandeville rappelle avec raison qu'il a existé d'autres formes de religion, notamment les polythéismes par exemple, dans lesquels les notions de bien et de mal étaient beaucoup plus mouvantes, voire même absentes. Donc ça n'a pas commencé par là, ça n'a pas commencé par la religion.
Quatrième point, le politique est donc, selon Mandeville, cette instance qui organise depuis toujours la flatterie. Celle-ci peut prendre des formes très diverses, telles que par exemple, dit-il, dans l'Empire romain, vous faites des monuments, des arcs de triomphe, des trophées, des statues, des couronnes, qui sont autant des loges publiques accordées aux vivants afin de flatter leur orgueil. Vous avez défendu la patrie, vous êtes formidable. Et c'est ce qu'on appelle des récompenses imaginaires accordées aux hommes. Ce qui en résulte, ce sont des vertus morales. Les vertus morales ne sont donc que des productions politiques résultant de l'action de la flatterie sur l'orgueil des individus. Il n'est donc rien de plus inauthentique que ces vertus morales, puisqu'elles reposent sur le plaisir donné aux individus, je cite Mandeville, de passer aux yeux des autres pour ce qu'ils ne sont pas. Au point même, dit Mandeville, qu'ils vont pouvoir croire eux-mêmes à leurs propres vertus. C'est donc par là, dit-il, qu'on peut les tenir mieux qu'aucune contrainte par corps ne le ferait. Mandeville pose en somme que les hommes ne sont pas là où ils pensent. Vous voyez qu'on a affaire à un système très retors, et si j'ai l'occasion dans ce livre-là de le comparer à celui de Machiavel, c'est beaucoup plus retors que Machiavel, parce que ça ne fonctionne sans contrainte, ça fonctionne uniquement par la flatterie, et ce n'est pas un privilège du prince, c'est un privilège qui est donné donc à tous ceux qui veulent en faire usage. Cinquièmement, cette politique de la flatterie n'est pas seulement mise en œuvre dans les grandes nations, elle est aussi dans les sous-ensembles régionaux, urbains ou professionnels. Et preuve de son efficacité, on l'utilise aussi comme l'un des premiers ressorts dans l'éducation des enfants. On les flatte, en effet, les enfants, pour l'exécution, même malhabile, d'une action qu'on voudrait qu'ils accomplissent, en les assurant qu'ils se comportent alors comme des grands, même s'ils font tout de travers. Et d'ailleurs, les grands eux-mêmes, c'est-à-dire les Alexandres, les Césars, aiment à être flattés dans leur amour propre, en jouissant sans trêve des applaudissements de leurs sujets. Bref, tous les hommes vivent ainsi dans le monde imaginaire de la flatterie, en se nourrissant, je cite Mandeville, de cette monnaie de la louange qui n'est que du vent. Et une rencontre d'économie discursive et d'économie marchande qui est là extrêmement intéressante. On les paye avec ce qui n'est que du vent. Et ça marche. Mieux que s'ils s'étaient payés avec la vraie monnaie. Sixièmement, si l'on objecte à Mandeville qu'il existe des actions désintéressées, telles que celles qui sont motivées par la pitié, il répond alors que la pitié n'est en soi ni bonne ni mauvaise, parce qu'elle peut aussi bien être ce qui permet de tromper la pitié. Si vous faites pitié à quelqu'un, vous faites pitié à une femme qui va vous prendre sous son aile et vous allez abuser de la femme. Et vous faites succomber les femmes, les jeunes filles, dit Mandeville, par la pitié. Donc, les actions de la pitié ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Septièmement, on entre dans des choses là beaucoup plus politiques. Septièmement, cette politique de la flatterie, menée par des politiques rusés et par des législateurs avisés, ce qu'il appelle les lawgivers, c'est-à-dire les faiseurs de loi, donneurs de loi, est donc la seule susceptible de pouvoir faire vivre les hommes ensemble. Il suffit qu'elle fonctionne auprès d'un certain nombre d'hommes pour que l'ensemble social soit tenu. Il en résulte deux classes. Pas deux classes sociales, mais deux classes au sens logique du terme. Il y a premièrement un petit nombre auprès de qui cette politique n'est pas efficace parce qu'il se compose derrière d'une classe d'individus
qui courent sans cesse derrière les jouissances immédiates et qui ne pensent qu'à leurs avantages personnels. C'est la classe dite dangereuse, des bandits, des voleurs, des proxénètes, des prostituées, des mendiants, des trafiquants, etc., celle dont Marx, après, fera la grande classe des déclassés dont il parle dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. J'ai oublié de vous dire que Marx était un grand lecteur de Mandeville. Donc, première classe, c'est ceux auprès de qui ça ne marche pas. Ils ne sont pas dupes de la flatterie. Mais cette classe d'irréductibles est indispensable à la constitution en miroir d'une classe haute, composée de créatures qui se targueront d'avoir réussi là où les autres ont échoué. Alors ceux de cette deuxième classe s'érigeront ainsi en modèle, en donnant et en se donnant une image d'eux-mêmes d'autant plus élevée qu'ils s'afficheront comme capables de se modérer et de prendre autrui en considération. Huitièmement, tout laisse à penser que pour constituer ce tableau social, Mandeville est parti des maximes sur l'amour-propre, la façon d'utiliser l'amour-propre de La Rochefoucauld. Mais il les transforme pour en faire une sorte de grand théâtre social, où il apparaît que nous sommes pris dans des jeux de dupes, justement par ce jeu de la flatterie. Neuvièmement, alors les deux dernières, neuvième et dixièmement, soyez bien assis parce que vous risquez de tomber de votre fauteuil. Neuvièmement, Mandeville va en rajouter une couche. Donc il y a eu deux classes, ceux qui ne marchent pas à la flatterie et ceux qui fonctionnent à la flatterie. Il existe, dit Mandeville, une troisième classe. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'elle est composée, dit-il, je cite, des pires d'entre tous les hommes. The very, very worst of them. Vraiment les pires d'entre les hommes. Les pervers, en somme. Il est psy, hein. Qui se caractérise, cette troisième classe, de faire semblant d'obéir à la loi, dans un double but, profiter du prestige des vertueux, et surtout tenir tout le monde tranquille, afin d'en tirer tous les bénéfices possibles. Cette classe, cette troisième classe, est invisibilisée, puisqu'elle simule la vertu, et elle dissimule ses passions d'avidité. Donc ils dissimulent leur propre imperfection et ils simulent l'abnégation en prônant le dévouement au bien public. Ils forment donc cette troisième classe d'ambitieux qui récoltent tous les bénéfices, qui font tourner les affaires et qui, grâce à leur double jeu, pourront gouverner avec facilité. Il leur suffit en effet de prêcher l'esprit de dévouement au bien public pour mieux contraindre à l'abnégation tous les autres et les faire ainsi travailler à leur service afin d'en récolter les fruits de leur labeur. C'était le deuxième point, voilà le neuvième point, voilà le dixième. Enfin, coup de grâce. Vous savez, quand on donne un coup de grâce à un animal, s'il est presque mort, c'est parce qu'on ne peut pas l'en souffrir. Donc, coup de grâce. Et je dis coup de grâce au sens presque littéral du terme, parce que Mandeville entre là dans le plan théologique. Et il faut admirer ici l'audace de cet homme. Mandeville, c'est quand même, quand on a lu en Angleterre La Fable des abeilles, on a changé son nom. Mandeville est devenu Mandeville, l'homme du diable. Il était connu sous ce nom, l'homme du diable. Mandeville, parce que la promotion des vices, la libération des vices, des passions et des pulsions, ça ne peut être que l'œuvre du diable. Bon. Eh bien, admirez l'audace de l'homme du diable, parce qu'on pourrait croire qu'après cet éloge des pires d'entre tous les hommes, the very worst of them, on pourrait croire que Mandeville s'était exclu lui-même de la religion,
qui, dans les monothéismes, prêche l'amour du prochain. Eh bien, il n'en est rien. Il ne s'exclut pas du champ de la religion, puisque son essai se conclut littéralement en apothéose, au sens littéral du terme. Lever apothéose, c'est vous lever haut la figure du Seigneur. Il exalte donc la puissance de Dieu. Non pas du tout que Mandeville fasse acte de contrition, pas du tout, de regret, de confession, pas du tout, parce qu'il persiste et signe. C'est tout simplement une nouvelle religion qu'il annonce. Une nouvelle religion qui bouscule les prêches classiques sur le bien et le mal. Et c'est dans cette dernière partie qu'il fait retour, vous savez, à cette partie numéro 3, où j'avais dit qu'il ne faut pas croire que la religion discerne le bien du mal, les premières en tout cas. Eh bien, là, c'est cette idée, dans ce 10e point qu'il reprend, en suggérant que cette élection, sont élus comme les plus proches de Dieu. Des salauds, des pires d'entre les hommes, the worst of them, c'est ses mots à lui. Donc cette élection des salauds pourrait bien être en définitive voulue par Dieu lui-même. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si Dieu a fait les hommes imparfaits, cupides, menteurs, ce pourrait bien être, selon Mandeville, à dessein, un projet. C'est peut-être scandaleux, mais c'est ainsi. Ce que Mandeville suggère, c'est que le temps de la charité, le temps des hommes saints, ou supposés tels, est révolu, terminé. Il faut confier son destin au pire d'entre les hommes, ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés, mensonges et toutes les formes de vice possibles, car c'est la seule voie possible, dit-il, pour que la richesse s'accroisse. Et de là ruisselle sur le reste des hommes, ce qui permettra ensuite à ce reste des hommes d'atteindre le bonheur temporel, c'est-à-dire le paradis sur terre. Voilà le propos mandevillien. C'est-à-dire que le Paris de Mandeville, en 1714, à l'aube de la première révolution industrielle, dans les tout premiers temps du démarrage du capitalisme, c'est le suivant. Pour sortir du règne de la rareté, du règne de la pénurie, où le monde se trouve alors plongé, il suffit de relire 50 ans avant Hobbes, ce qui entraîne la guerre de chacun contre chacun pour se partager le peu de choses qui existent. Eh bien, pour sortir du règne de la pénurie et entrer dans celui de l'abondance, il faut confier le sort du monde à la troisième classe aux pervers. Parce que eux n'hésiteront pas à accumuler un maximum et ils seront bien obligés de redépenser un petit peu de ce qu'ils gagnent, ce qui profitera aux autres. Ça, c'est un projet. Alors, voilà donc les 10 points de ce texte que je vais commenter maintenant. Si ce texte est passionnant, c'est parce qu'il fait le lien entre économie marchande, économie politique et économie psychique. C'est-à-dire qu'il permet de revenir sur le lieu d'un échec cuisant dans la pensée contemporaine. Parce que ce texte pose l'hypothèse d'une division subjective. Division subjective, vous êtes divisé en deux. Il y a ce que vous voulez bien savoir sur vous et ce que vous ne voulez pas savoir sur vous. Donc, division subjective. Et il met en relation cette division subjective avec la division en classe de la société. Et je dis qu'il y a là de quoi réveiller les freudo-marxistes de leur long sommeil, je ne sais pas s'il faut dire dogmatique ou traumatique, sur lequel ils se sont endormis il y a maintenant pas mal de temps, notamment après toutes les tentatives de
construit une corrélation entre Freud et Marx. Il y a beaucoup, hein. De Reich à Althusser, en passant par les penseurs de l'école de Francfort, comme Erich Fromm, Marcuse, Adorno, Max Horkheimer, tous ont en effet tenté d'articuler l'analyse freudienne des processus psychiques et l'analyse marxiste des processus sociaux. Et ça s'est soldé par un échec retentissant, sur lequel nous sommes restés. Et c'est, je crois, une des raisons pour lesquelles notre pensée critique est aujourd'hui en panne. Nous n'avons pas saisi quelque chose d'essentiel à la genèse du capitalisme. Et donc je dis que pour réaliser le rêve avorté du freudo-marxisme, il ne suffit pas de relire Marx et Freud en même temps, l'un Marx dans la main gauche et Freud dans la main droite. Comme tant de penseurs s'y sont essayés en vain au cours du XXe siècle. Alors certes, relire Marx et Freud, à l'heure actuelle, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Mais il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière à ce moment fondateur de la première révolution industrielle qui a vu la naissance du capitalisme. Je dis que pour avoir été là au bon moment, au bon endroit et dans la fonction adéquate, lors de cette transformation capitale, c'est le cas de le dire, hein, capitale, Mandeville est celui qui a clairement vu comment ce que Freud appellera les pulsions allaient se trouver engagées dans la production économique et dans le pouvoir politique et dans l'organisation sociale. Et pourquoi est-ce que ça serait possible de reprendre ça à nos frères? Eh bien parce qu'il y a chez Marx et chez Freud au moins un point commun, et Mandeville nous met sur la voie. Avant Marx et Freud, bien sûr. Ce point commun chez les deux, c'est leur travail sur le fétichisme. Le fétichisme de la marchandise et de l'argent chez Marx, et le fétichisme comme marque de la perversion chez Freud. Je m'explique sur ce point parce que vous n'êtes pas obligé de le connaître, sur ces points d'économie psychique. Et pour le dire simplement, Freud, je répète, pour le dire simplement, Freud a été amené à constater que l'enfant, qui souvent désire garder la mère pour lui tout seul, au lieu de la partager avec le père ou avec un autre homme, eh bien il préfère prendre la décision de se la représenter, la mère, comme ne manquant de rien. Et pour qu'elle ne manque de rien, il faut la pourvoir d'un supplément phallique. Comme ça, elle ne manquera de rien. Elle ne sera pas emmerdée par d'autres hommes. Elle sera pour moi toute seule. Et donc ce supplément phallique, c'est un fétiche. Un fétiche qui peut prendre plusieurs allures dans la fantasmatique enfantine. Ça peut être une fourrure, un jouet, une bottine, la fameuse bottine du pervers, ou un pénis qu'il va mettre à l'endroit sur la mer, il va poser un pénis en plastique sur la mer. Vous voyez qu'il en a un. Et plus tard, donc, chez le pervers, ce fétiche jouera le rôle de l'excitant indispensable que le partenaire ou la partenaire devra exhiber pour enclencher son jeu sexuel à lui. Parce que c'est là-dedans que son éveil à la sexualité s'est fait. Alors, le reproche que l'on peut faire à Freud, et je fais un reproche à Freud, c'est de s'être arrêté aux perversions sexuelles. Normal, parce que toute sa formation vient de Krafft-Ebing, Psychologia Sexualis, et il a délaissé les perversions sociales. Or, c'est sur les perversions sociales que Mandeville nous entretient, en donnant justement un éclairage saisissant de cette troisième classe
qui simule et dissimule en même temps, et qui en même temps donc s'invisibilise comme troisième classe en simulant la vertu et en dissimulant son désir de cupidité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les pervers sexuels qui disposent d'un fétiche. Les pervers sociaux de la troisième classe aussi. Le fétiche dans les sociétés traditionnelles, c'est cet objet qui possède, vous savez, une qualité magique. Voilà, je suis un féticheur dans une société traditionnelle. Je sors dehors, c'est la jungle, il n'a pas plu depuis certain temps, j'ai mon fétiche, j'invoque le fétiche, objet magique, et je vais faire pleuvoir de la pluie. Ou je vais provoquer avec mon fétiche une guérison chez quelqu'un. Voilà, c'est ça le fétiche. Un objet magique qui provoque quelque chose. Eh bien, ce que je dis, c'est qu'il existe aussi des fétiches, non pas seulement dans les sociétés traditionnelles, mais également dans les sociétés modernes. Je veux dire que le fétiche, et c'est ce que Marx a très bien vu, dans les sociétés industrielles capitalistes, le fétiche, c'est l'argent. Le fétiche, c'est l'argent. Je veux dire que l'argent dans les sociétés modernes, capitalistes, a fonctionné comme fétiche, et même comme super fétiche. Parce qu'il permet de se procurer non pas une chose, la pluie, mais toute chose. Je veux dire que l'argent est un fétiche pour trois raisons. Premièrement, l'argent peut être dissimulé. Par exemple, aujourd'hui, par l'optimisation ou l'évasion fiscale. De sorte que celui qui possède beaucoup peut continuer de paraître comme les autres, ceux qui ont accepté de renoncer à satisfaire toutes leurs appétences, par exemple en payant leurs impôts. Et ils peuvent ainsi jouir du plaisir de paraître vertueux. C'est ça que ça leur permet. Deuxièmement, l'argent, disait Marx et Engels, est le grand équivalent général qui permet de tout acheter. Surtout toutes les jouissances. Par exemple, vous pouvez vous acheter l'amour. C'est comme ça que Trump a acheté sa top modèle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous voyez, il l'appelle. Quand Trump a perdu sa femme, quelque part, il dit « Où est-ce qu'elle est ma top modèle ?» Voilà l'amour, par exemple, tel qu'on peut l'acheter avec de l'argent. Ça permet l'argent d'acheter l'amitié. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez acheter des likes sur l'Internet. Combien vous en voulez de likes 1000 $200. Aucun problème. Et ça permettra peut-être demain d'acheter l'immortalité. C'est à ce à quoi on travaille en ce moment, le posthumanisme. Et troisièmement, l'argent possède la qualité extraordinaire de pouvoir s'auto-engendrer. Dans certains textes, Marx dit que l'argent possède cette propriété extraordinaire de pouvoir faire des petits. L'argent pond de l'argent. Donc, auto-engendrement de l'argent. Je vous donne un exemple. La fortune de Bernard Arnault, qui est la première fortune française, qui a d'ailleurs été longtemps expatriée fiscale, je reviens pour ne pas payer d'impôts en France, est passé entre 2018 et 2019, vous voyez, c'est tout récent, c'est en ce moment, de première fortune de France, maintenant c'est la troisième du monde, de 72 milliards d'euros à 100 milliards en un an. Un tiers en plus en un an. L'argent a le pouvoir de s'auto-engendrer. Évidemment, je ne suis pas le premier à parler du fétichisme dans les sociétés modernes. C'est Marx qui en a parlé le premier à propos du fétichisme de la marchandise. Mais si vous y réfléchissez un instant, vous verrez qu'il n'y a qu'un pas du fétichisme de la marchandise au fétichisme de l'argent. Puisque la première marchandise que Marx considère, c'est la force de travail qui a la propriété justement de produire plus qu'elle ne coûte. C'est la fameuse plus-value
qui transforme le travail vivant en capital. C'est ça la formation du capital, la transformation de la plus-value en capital. Or cela, il se trouve que Mandeville l'avait déjà compris dès les origines du capitalisme, c'est-à-dire presque un siècle avant Marx, d'où venait le premier engendrement de l'argent par l'argent, celui qui permettait ensuite tous les autres, dans l'accumulation infinie du capital, sans limite. Aujourd'hui, on voit que c'est sans limite. Eh bien, ça venait de la plus-value initiale qui est réalisée sur le dos, disait-il, des pauvres laborieux. Je vous lis ce passage de Mandeville. Dans une nation libre où il n'est pas permis d'avoir des esclaves, vous voyez qu'il se présente comme un homme libéré des certitudes anciennes. Pas possible d'avoir des esclaves. Les plus sûres richesses consistent à pouvoir disposer d'une multitude de pauvres laborieux. Sans ces sortes de gens, on ne jouirait d'aucun plaisir. Vous voyez qu'on est toujours dans l'ordre des plaisirs, que l'argent permet d'acheter. Et on n'estimerait point ce qu'un pays produit. Pour rendre la société heureuse et pour que les particuliers soient à leur aise, lors même qu'ils n'ont pas de grands biens, il faut qu'un grand nombre de ses membres soient ignorants et pauvres. Comme ça, donc ça permet avec cette disposition d'une multitude de pauvres laborieux, qu'ils nous produisent quelque chose qui va produire pour nous de l'argent. Oui, j'ai des petits passages sur lesquels je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite. Bon, vous voyez la puissance donc de ce texte de Mandeville et sa puissance, je dirais, actuelle, au sens où il nous permet à nouveau frais de relier des éléments d'économie psychique et d'économie marchande et d'économie politique. Je n'ai pas le temps de vous parler de la façon dont Mandeville a disparu pendant 2 siècles, mais dans ce livre qui va paraître, j'examine 4 refoulements, c'est-à-dire occultations de Mandeville, que je n'ai pas le temps de reprendre ici. La première, c'est qu'il a été mis en procès, il a été jugé, ses livres ont été brûlés dans toute l'Europe. Man Devil, c'est le diable, il faut brûler le diable. Le deuxième nom s'appelle Adam Smith, puisque au lieu de dire vice privé, il a simplement dit self-love. Donc c'est lui qui a fondé l'économie, c'est pas vous, économiste, que je vais apprendre ça, donc c'est lui qui a fondé l'économie marchande. Il a dit quelque chose de scientifique. Et puis il n'écrit pas une fable, il écrit un traité. Bon. Le quatrième refoulement de Mandeville s'appelle, j'en ai parlé l'an dernier, je ne reviens pas là-dessus, Max Weber, qui a affecté donc la naissance du capitalisme au puritanisme de ses fondateurs. C'est le contraire même de la thèse de Mandeville. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler de la façon dont Mandeville a disparu pendant 3 siècles, mais je peux vous dire donc comment il est revenu. J'en ai déjà dit quelque chose tout à l'heure. Il est revenu par Friedman, le monétariste, et par Hayek, le créateur de la Société du Mont Pèlerin, qui a été producteur de 8 prix Nobel, 10 Nobel d'économie, et qui a décerné, donc je l'ai dit tout à l'heure, à Mandeville le titre de mastermind, maître pensée. Et c'est ce qui a finalement mené ce retour de Mandeville par Hayek et Friedman au capitalisme financier à partir des années 1980. Je crois que ce devenir financier du capitalisme était en fait inscrit dès le début, à partir de ce que je vous ai dit, le fétichisme de l'argent, qui l'anime dès le début.
si les anciennes formes du capitalisme masquaient plus ou moins ce trait, le capitalisme commercial, le capitalisme industriel, le capitalisme financier, lui, l'affiche et le révèle sans problème. Il affiche en effet sans honte et sans faux semblant, donc son fétichisme de l'argent. Le fait que l'argent produit de l'argent. Alors, j'étais quand même amené à me dire, mais quand c'est au juste arrivé ça dans notre monde? Eh bien, figurez-vous qu'on sait à quel jour et à quelle heure le monde, en basculant dans cette forme extrême du capitalisme, est devenu entièrement mandevillien. Et pourtant, hors des économistes, et même peut-être parmi, je ne sais pas, vous me direz, parmi les économistes, peu connaissent cette date. Je vous lis un petit extrait de ce que vous trouvez sur le site de la Nixon Foundation. On 15 July 1971, at 7 p.m. local time, US President Richard Nixon walked into the NBC television studio in Los Angeles, California, to announce the end of the Bretton Woods International Monetary System. Eh bien, je crois que la communauté humaine devrait se souvenir, au même titre que du jeudi noir du 24 octobre 1929, les débuts du krach financier, donc, ce passage dans le capitalisme financier qui, vous l'avez compris, Nixon a brutalement annoncé la suppression de la convertibilité en or du dollar, ce qui de facto entraînait la flottaison générale des monnaies. Nixon, on l'appelait aux États-Unis Tricky Dick, Richard le truqueur, le menteur. Tricky Dick, celui qui fait des tricks, des coups, des trucs. Eh bien, la décision de Tricky Dick était aussi logique que cynique, puisque les États-Unis n'avaient pas assez d'or à Fort Knox. C'était le lieu où le gouvernement fédéral entreposait sa réserve d'or pour garantir que chaque dollar émis par l'État américain pouvait être honoré de sa contrepartie en or. Ben, il suffit de mettre fin à cette convertibilité. C'est logique. Non. Il n'y a plus de passage entre eux. Et Milton Friedman, donc, qui était ancien conseiller, comme vous le savez, de Nixon, l'avait dit, et Nixon l'a fait. La monnaie cesse, pour la première fois dans l'histoire occidentale, d'être la loi, ce qui est inscrit dans le terme monnaie lui-même, puisque ça vient du grec nomos, la loi. Pourquoi c'est la loi? Parce que la monnaie représente le moyen d'exprimer la valeur de toutes les marchandises, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que ça donne une loi. Nomos. C'est une monnaie. Et bien là, le dollar n'est plus un nomos, ça devient une marchandise comme les autres. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, un seuil est franchi lorsqu'un étalon, par exemple le mètre, ce qui mesure la longueur, peut varier en fonction des usages que chacun en fait. De la même façon, lorsqu'une monnaie qui mesure la valeur des marchandises devient elle-même une marchandise, alors tout devient relatif, ça flotte. On entre dans un relativisme généralisé qui va se repérer aussi au niveau des culturels, relativisme culturel généralisé. Puisque plus aucune valeur sûre, la valeur or, n'est assurée. Lorsque le prix de chaque devise peut s'exprimer à l'encan d'un marché libre, comme disait Friedman, on entre alors dans l'ère financière où il devient possible de spéculer sur la monnaie en l'achetant, la vendant, et surtout ses produits dérivés. C'est donc le référent dernier de la monnaie, la rattachant au réel, à un réel, c'est-à-dire la quantité d'or, qui a alors disparu. Et par quoi a-t-il été remplacé, ce réel? Eh bien, demandons-le toujours à Milton Friedman, toujours lui. Donc, il demande ceci, c'est
dans la liberté du choix qu'il a écrit avec sa femme. Il demande ceci: pourquoi des bouts de papier sont-ils acceptés par des personnes privées au cours de transactions privées en échange de biens et de services? La réponse tient en deux mots. C'est que chacun les accepte parce qu'il est persuadé que d'autres les accepteront. Ces morceaux de papier, verts, les dollars, ont de la valeur parce que tout le monde croit qu'ils ont de la valeur. La réponse donc est claire. La monnaie ne repose sur plus rien de réel. Elle est une fiction qui n'engage que ceux qui y croient. C'est-à-dire tout le monde quand ça va bien, mais dès que ça va mal, c'est la panique. Alors je crois qu'un nouvel imaginaire de la monnaie est né de ce Nixon choc qui nous amène vers l'esprit empirien. La monnaie libérée de sa référence à l'or, ne renvoyant plus qu'à elle-même, a brusquement perdu toute matérialité, perdant toute immanence. Elle s'est aussitôt transformée à la faveur de la croyance commune, la croyance, c'est ce que disait Milton Friedman, en une puissance transcendante qui, en ne se définissant plus que par elle-même, a ordonné et subordonné autour d'elle tous les états dont se compose le monde. Le capitalisme financier a ainsi ouvert un nouvel espace infini dans le monde fini que nous connaissons. Fini parce que, vous avez remarqué comme moi, la Terre est ronde et ça m'étonnerait qu'elle se grossisse encore beaucoup. Et là-dedans, on crée quelque chose d'infini. C'est l'infinitude de la production de l'argent. Il peut y en avoir toujours plus. Et bien, dans un tel monde, le seul idéal possible ne pouvait plus devenir que celui de la richesse infinie. C'est au nom de cette infinitude qu'ont été imposées toutes les finitudes et toutes les limites qui bornent désormais les anciennes formes transcendantes, devenues impuissantes, telles que les États-nations et leurs institutions. Ces quantités sont devenues négligeables, priées de constamment s'ajuster, et ne pèsent plus rien devant la troisième classe, qu'on appelle maintenant l'hyperclasse financière. L'argent en général et le dollar en particulier s'est en quelque sorte mis à tenir dans la post-modernité la place qu'occupait le dieu des monothéismes dans la pré-modernité. Je répète. L'argent en général et le dollar en particulier s'est en quelque sorte mis à tenir dans la post-modernité la place qu'occupait le dieu des monothéismes dans la pré-modernité. Ne renvoyant plus à rien d'autre qu'à lui-même, il prenait la forme autoréférentielle de celle de Dieu, qui, comme on sait, se définit par la fameuse formule en noir qui a tant fasciné « Ayez, Escher, ayez, je suis celui qui suis ». Auto-forme, définition autoréférentielle. Eh bien, le discours du dollar, c'est aussi un discours qui a une forme autoréférentielle. Donc, je dis Amen, ainsi soit-il, le capitalisme financier, fondé lui aussi sur une structure autoréférentielle, était né. Il se caractérise d'avoir porté à son comble la dimension purement fiduciaire de la monnaie, qui est relative à la croyance et à la confiance qu'elle inspire. Le résultat du Nixon choc, qui autonomisait la sphère financière et qui a lancé ce qu'on a appelé ensuite l'économie casino, ne s'est pas fait attendre. Les échanges financiers, modestes dans les années 60, environ 10 milliards de dollars environ de transactions par jour, sont devenus gigantesques, puis se sont multipliés par 200 en 25 ans, 2000 milliards de dollars d'échanges quotidiens dans les années 90, et maintenant encore bien plus. Et non seulement ceci, mais les transactions purement financières, vente de
de souscription, de certificats d'investissement, achats de devises, fonds communs de placement, etc., sont devenues 100 fois plus importantes que les transactions directement liées à l'économie réelle. 100 fois plus importantes. Eh bien, l'économie venait donc de se transformer en une économie essentiellement virtuelle, sans rapport avec l'économie réelle. Il me reste combien de temps? Je peux continuer un peu sur quelque chose, ou si vous voulez qu'on arrête, je peux m'arrêter là. Mais j'ai quelque chose à dire encore. Si vous souhaitez que je continue, oui. Donc, arrivé là, ce que je voulais vous dire, c'est que la dématérialisation de la monnaie n'en est qu'à ses débuts. La preuve, c'est que le papier-monnaie et les pièces tendent à disparaître. On paye maintenant de plus en plus ses achats avec une carte bancaire, et on paye ses courses avec des paiements sans contact. Que signifie cette invisibilisation de l'argent? Est-ce que ça signifie sa prochaine disparition? Ben oui, bien sûr, à condition d'ajouter aussitôt que l'argent sera alors partout. Ce sera l'assomption planétaire de cette troisième classe mandélienne, puisque les membres de cette hyperclasse pourront contrôler l'ensemble des transactions humaines et tous leurs paramètres. On y va déjà avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Mais je pense qu'une étape importante a été récemment franchie. Il faudra peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour vous expliquer cela. Avec l'annonce faite par Facebook le 18 juin 2019, tout récent, de son intention de lancer dès l'année prochaine, dès 2020, sa propre crypto-monnaie, le Libra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Facebook n'hésite pas à user d'une rhétorique humaniste. Il met en avant, Facebook, les bienfaits que sa monnaie digitale est supposée apporter aux 3 milliards d'adultes dans le monde qui ne possèdent pas de carte bancaire, à commencer par les habitants des pays en voie de développement et notamment les femmes. Donc voilà, Facebook féministe et défenseur des pauvres. Ben, il faut que vous sachiez quand même, c'est une nouvelle importante. Avec le Libra, qui consonne évidemment comme liberté, c'est le monde enchanté de la consommation qui s'ouvrira à cela, puisque chacun pourra, de son portable, acheter des biens dans les boutiques physiques, régler ses achats sur des plateformes d'e-commerce, payer des services et transférer de l'argent où il veut dans le monde avec des frais minimes, moins élevés que ceux des banques actuelles. Et vous savez, pour garantir la fluidité et la rapidité du système, les échanges ne passeront pas par les canaux habituels du système financier, mais par une blockchain. Seulement, une blockchain, c'est très très long, parce que c'est des milliers d'ordinateurs, il faut faire travailler tout ça, interconnecter tout ça, etc. Ça passera donc par une blockchain, comme pour le Bitcoin, à ceci près que le réseau du Libra sera privé. Et donc, à la différence du Bitcoin, dont la valeur repose sur la seule confiance de son algorithme et permet la spéculation, le cours du Libra est prévu pour être stable, et être indexé sur un fonds de panier de devises. Vous savez tout ça. Et donc, on peut s'attendre à ce que cette monnaie privée marginalise rapidement le rôle des banques centrales publiques, en premier lieu dans les pays en voie de développement, dont le système financier est instable, avec une monnaie qui est soumise à l'inflation, voire à l'hyperinflation, comme c'est souvent le cas en Inde, au Venezuela aujourd'hui, en Argentine, etc. Qui est-ce qui voudra encore d'un bolivar vénézuélien qui perd la moitié de sa monnaie en une semaine, dès lors qu'il aura accès à une monnaie stable et dématérialisée? Mais la véritable question, c'est de savoir ce que valent ces bonnes intentions quand on sait que Facebook a été pris plusieurs fois la main dans le sac, c'est-à-dire dans le cerveau de ses utilisateurs,
sachant qu'il ne s'agit pas de petits vols à la sauvette, puisque Facebook compte 2,7 milliards d'usagers dans le monde, à quoi il faut ajouter 1 milliard d'adeptes d'Instagram et de ses messageries satellites, Messenger et WhatsApp. Parce qu'évidemment, Facebook ne sert pas qu'à créer des groupes de discussion en tout genre et à informer le reste du monde de ses exploits personnels. Le passé récent fait apparaître un lourd passif, où il y aurait au moins 3 questions à apurer, à régler, avant que Facebook puisse être autorisé à élargir ses activités à la finance et son employisme. Voilà ces 3 questions, celles qui me sont venues. Vous en avez peut-être d'autres.